Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette réunion de ce soir, pour un événement spécial, puisque on fête les 30 ans d'Aquadine. Et pour nous, c'est très important, pour plusieurs ici qui connaissent Aquadine depuis longtemps, c'est très important. Donc voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de pas trop long, parce que bon, je pense que ça tourne l'heure pour tout le monde. Donc on va commencer certainement par une présentation de Baghmondas, qui va vous parler d'Aquadine, de son origine et d'Auroville également. Ensuite, on passera la main certainement à Jacques Antonin, qui est ici. Jacques Antonin, qui est le jardinier de la vie. Hein, voilà, tout à fait. Et donc, on va parler du vivant, on va parler de l'eau, on va parler de belles choses comme ça. Et on espère que ça va vous intéresser, tout ce qu'on va vous raconter, parce que c'est vraiment passionnant. Et on est très fiers de pouvoir dire qu'on fête les 30 ans d'Aquadine. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Et merci d'être là. Oui, c'est un peu... ouais. Je suis un peu ému, en fait, pour vous dire la vérité, parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas revenu en France. Et je remercie Alain de cette réunion, de ce partage qu'il a organisé. Pour ce 30e anniversaire d'Aquadine, en effet, le temps passe très vite. Et je dois dire qu'on essayait de développer une histoire qui est partie, en fait, il y a 55 ans, avec la naissance d'Auroville, en 1968. Donc ça serait un peu long à vous faire le narratif. Donc ma compagne, Christine, qui est actuellement à Auroville, m'a préparé un petit PowerPoint. Donc je vais vous montrer des photos. On va passer assez rapidement, mais vous aurez comme ça une vue d'abord de la première partie, c'est-à-dire la naissance d'Auroville, Auroville. Donc je présume que vous connaissez Auroville, qui a démarré le 28 février 1968. Donc moi, je suis arrivé en Inde du Sud, près de Pondichéry, et je suis arrivé en décembre 68. Donc je peux dire que je suis arrivé en même temps que la naissance d'Auroville, et pour moi, je peux dire aussi que c'est une nouvelle naissance. Donc, il va y avoir trois parties. La première partie, c'est la partie sur Auroville, un peu l'histoire de mon parcours, très rapidement. Et après, la deuxième partie, ça va être la naissance d'Aquadine il y a 30 ans. Et la troisième partie, ça sera il y a 18 ans, donc quand on a démarré le marché européen avec la fontaine et l'usine pour donner cette eau dynamisée eh bien, à l'Europe, à tous les êtres qui, en fait, avaient envie d'avoir une eau de qualité. Donc, on va commencer par un petit PowerPoint qui est un petit extrait de film. Auroville. À 2 pas de Pondichéry, sur la côte sud de l'Inde, cette communauté cosmopolite de 2000 habitants vient de fêter ses 40 ans. Et de célébrer la mémoire de ce philosophe visionnaire, Sri Aurobindo, qui, après avoir prôné l'indépendance de l'Inde, s'est retiré pendant 30 ans dans son ashram pour explorer la conscience et donner naissance à un homme nouveau. Mère, sa compagne spirituelle, prend en charge l'ashram après son départ et poursuit son œuvre. Elle rêve d'une cité universelle qui réaliserait l'unité humaine. En 1968, sur un plateau quasi désertique, Auroville est inaugurée. Mère quitte son corps 5 ans plus tard, sans avoir vu Auroville. Mais l'impulsion est donnée. Une charte rédigée par Mère établit qu'Auroville appartient à toute l'humanité et qu'elle a pour but de bâtir l'unité humaine. Mais qui sont ces aventuriers assez fous pour avoir tout quitté afin d'incarner à l'autre bout du monde la vision d'une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée? Mon parcours a démarré en fait quand j'étais déjà adolescent.
J'ai eu une prise de conscience à ce moment-là très puissante que ce que je ressentais intérieurement avait beaucoup plus de vérité que ce qu'on me disait en fait qui était la vérité. Donc un jour, je suis tombé sur l'aventure de la conscience. C'était réellement une prise de conscience que l'homme retrouvait sa dimension intérieure. Donc j'ai décidé à ce moment-là qu'un jour j'irais à Pondichéry pour rencontrer celle qui continuait l'œuvre de Sri Aurobindo, donc la mère. Et au bout de 3 jours, j'ai eu une rencontre avec Roger Anger, donc qui est l'architecte d'Auroville, et il me dit mais des types comme toi, on a besoin pour construire Auroville. C'est vraiment quelque chose qui est une aventure qui doit sûrement te plaire et qui pourrait répondre à tes attentes. Et là, intérieurement, j'ai senti que c'était la réponse. Mais je l'ai senti intérieurement. Ce n'était pas une réponse mentale, c'était vraiment une réponse vraiment. Voilà, donc ça c'est le plan d'Auroville, la galaxie, qui est connue comme la galaxie, et qui pour moi, à l'époque, j'avais vu ce plan dans un Planète, à l'époque, une revue. Et pour moi, Auroville était déjà, peut-être pas dans cette forme-là, mais déjà bien avancé. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me suis trouvé dans un paysage qui est celui-ci, et bien différent de ce que j'attendais. Voilà, donc ça c'était les premiers démarrages, on était à peu près une vingtaine à l'époque, et on a donc commencé en plantant des arbres, puisque c'était vraiment un endroit absolument désertique, et on a commencé à construire des petits habitats pour la première caravane qui devait arriver de France, donc c'était en 1969. Et puis on a commencé à construire ce qu'on appelle le Matrimandir, et qui en fait est au cœur d'Auroville, le centre spirituel, si l'on peut dire, l'âme d'Auroville. Et puis d'autres constructions qui étaient un petit peu faites suivant les besoins et l'imagination des habitants. Avec des constructions plus importantes après au niveau d'une école. Là, il s'agit d'une école. Un endroit collectif où on prenait nos restaurants. Donc c'était vraiment une vie collective extrêmement intense. Une première unité que j'avais démarrée à l'époque qui s'occupait de faire des chaises et des toits en fibre de verre, donc quelque chose de totalement différent. Et voilà, donc au commencement, Auroville avait cet aspect, et aujourd'hui, c'est une forêt de plusieurs millions d'arbres. Donc au centre de la ville, une zone de paix, le Matrimandir. Et en effet, pour ceux qui n'y ont pas été ou qui ont déjà été, c'est vraiment un endroit absolument magnifique au niveau du décor et de la vibration elle-même. Donc là, c'est un endroit qu'on appelle l'amphithéâtre, où il y a des réunions régulières, autant culturelles que aussi spirituelles, on peut dire, avec différentes activités, des activités culturelles, beaucoup d'architecture, des expositions, voilà, donc même des magasins de vêtements où il y avait beaucoup de créations. Différentes entreprises aussi et de recherche en énergie, en technologie alternative, donc avec des paraboles solaires, les éoliennes, l'eau, aquadine, la terre, donc pour travailler la terre et les maisons en terre, recherche et expérimentation sur l'architecture, les différentes habitats au niveau de l'économie écologique et végétale. Donc là, on a actuellement, Auroville ressemble un peu à ça, avec beaucoup de végétation. Et la ville n'est pas encore là, elle est à tous ses débuts. Donc Auroville, en tant que recherche et expérimentation de l'environnement, il y a une autonomie alimentaire, donc régénération des sols, reboisement, préservation de l'eau, donc des fermes écologiques
gestion des eaux usées, culture hydroponique aussi, coulée verte, voilà. Donc ça, c'est très rapidement l'état d'Auroville actuel, après toutes ces années de travail pour refaire de ce désert un endroit très, très vivable et agréable. Donc, il y a 30 ans, une nouvelle aventure a démarré. Donc, c'est le Centre de recherche sur l'eau et la santé, Aquadine. Donc, à travers ce centre, et après je reviendrai pour vous expliquer un peu plus en détail le cheminement de la recherche, mais disons que ce centre est parti d'une prise de conscience à travers un livre qui s'appelle L'eau, le miracle oublié de Jacques Collin, et de la relation primordiale entre l'eau et la santé, l'eau et l'énergie. Et donc notre premier but, focus, était de donner cette eau, d'offrir cette eau au plus grand nombre. Et on a commencé à l'offrir d'abord à Auroville, évidemment, et après on a commencé à le mettre dans les centres de réfugiés tibétains en Inde, qui sont très nombreux. Il y a plus de 100 000 réfugiés tibétains. Et on a reçu des donations d'Aurovilliens et de personnes aussi amies d'Auroville, qui nous ont permis de faire des installations dans différents Dharamsala, donc pour la cérémonie de Kalachatra, à Bodh Gaya, vous voyez dans différents endroits de l'Inde, du sud, du nord. Donc ça a été 10 années de travail d'humanitaire et de service pour mettre à la disposition du plus grand nombre cette eau. Et alors, c'était tout de même, et là je dois dire que ça a été une très très belle restitution, c'est-à-dire que ces êtres qui étaient tout de même dans un état de santé assez difficile, quand ils recevaient cette eau, d'abord il y avait vraiment un remerciement profond du cœur, parce que pour eux l'eau évidemment a un caractère aussi sacré. Et on a constaté les premiers résultats. Une petite anecdote, c'était en Inde du Sud, le temple d'or d'ailleurs. On avait donc mis une installation. Et 6 mois après, on reçoit un coup de téléphone nous demandant qu'ils avaient besoin d'une autre installation. Et quand on a été là-bas, on a été remercié par les moines de l'endroit en disant « C'est formidable, vous avez rendu nos nonnes belles ». Parce que ces femmes qui avaient fait des parcours extrêmement difficiles étaient remplies, avaient vraiment énormément de problèmes de santé, avaient des boutons un peu partout. Et en fait, au bout de 6 mois, elles avaient retrouvé vraiment une santé. Donc c'était vraiment la confirmation du travail de recherche qui s'était effectué auparavant, que cette eau avait un impact réellement profond, même pour des gens qui ne comprenaient pas en fait la différence qu'il pouvait y avoir entre une eau normale et une eau dynamisée. Donc voilà, Dharamsala aussi, on a fait de nombreuses installations là-bas, dans différents endroits. Et toujours avec un accueil et quelque chose d'extrêmement chaleureux de la part de tous ces êtres, dont c'est le temple d'or. Ça a été un long travail, mais très gratifiant, vraiment, avec beaucoup de centres aussi d'éducation pour les enfants. Là, c'était des cérémonies importantes, où on mettait aussi des fontaines pour distribuer cette eau pendant les cérémonies. Dans une école. Voilà, il y a eu après toute une action qui a été menée au niveau des villages sur la côte de Coromandel, donc après le tsunami. Donc là, il y avait vraiment une pollution incroyable au niveau des nappes phréatiques et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations de santé terribles. Donc on a mis des fontaines un peu partout, là dans des villages, avec des petites cérémonies qui accompagnaient ces installations. Voilà, donc là aussi c'est le village après le tsunami.
Bon, je passe un peu rapidement parce que c'est pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du travail qui a été fait à ce moment-là et qui nous a permis, sur des dizaines de milliers de gens, de voir réellement les effets sur la santé d'un grand nombre de personnes, en fait. Ça, c'est un village qu'on a fait assez récemment. Et le principe, c'est que les gens, on remplit des jerrycans de 20 litres et les gens viennent remplacer tous les 2 jours leur jerrycan et on leur demande une toute petite participation qui permet de rendre l'installation autonome financièrement, c'est-à-dire de payer 1 ou 2 femmes et puis d'entretenir la machine et le local. Voilà, donc là c'est un autre, Roya Pudupakam, un autre village, avec des machines qui font tout de même 10 000 litres d'eau par jour, qui traitent donc pour environ 500 familles. Voilà, et on arrive il y a 18 ans, donc dans les années 2006-2007, après le tsunami, a créé cette fontaine Mélusine, et ça c'était sur la demande d'amis qui venaient en fait régulièrement à Auroville, d'Europe, et qui nous disaient à chaque fois, mais nous, en buvant cette eau, quand on est à Auroville, on en sort des effets positifs, pourquoi vous ne faites pas une fontaine pour l'Europe? Mais ce n'était pas du tout dans mon ADN, en fait, de faire du commercial, du business, en fait. Pour moi, c'était la recherche et l'humanitaire. Mais en fait, on s'est dit, mais après tout, les gens nantis ou ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont autant le droit d'avoir de la bonne eau. Donc en fait, on a pris le challenge, et c'était tout de même un peu difficile pour moi, parce que je savais que ça allait être un effort assez important pour pouvoir amener cette eau en Europe, et en France en particulier à l'époque. Donc la fontaine Mélusine. On reviendra après plus sur la technologie. En ce qui concerne l'étape par rapport à l'eau et l'activité d'Aquadine, en fait, là, tout a commencé en 1994 avec là aussi un livre qui s'appelait L'eau, le miracle oublié de Jacques Collin. D'un seul coup, il y avait comme une espèce de cohérence fondamentale pour nous faire comprendre que l'eau était donc, dans sa capacité de mémorisation de l'information, avait comme une forme d'intégralité en passant par le cosmos, par la nature, donc toute la biosphère, et par l'intérieur de la Terre, donc toute la partie minérale, donc la Terre nourricière. Et que tout ça, s'était capturé dans cette eau, dans cette molécule d'eau. Dans ce livre de Jacques Collin, il parlait de beaucoup de précurseurs et de leurs travaux, dont Marcel Violet en particulier, puisque pour moi après ça a été la technologie et le concept de Marcel Violet qu'on a repris pour faire nos travaux de recherche et développer avec les applications. Là, c'est l'atelier de production des fontaines Mélusine. Donc il y a plusieurs étapes dans la production. On a d'abord les fontaines entières quand elles sont finies, et après on passe à différentes étapes. Donc là, on a la partie, en fait, le derrière de la fontaine, dans lequel il y a plusieurs étages. Il y a l'étage de dynamisation et l'étage de purification avec tous ces éléments. Pour la purification, donc après, l'eau arrive du robinet et est injectée sous pression à travers tout un système de filtres. Il y a une préfiltration avec un sédiment et un charbon actif. Donc le sédiment permet la partie purification des particules physiques. Le charbon actif plus la partie chimique avec les éléments chlore, pesticides. La membrane d'osmose inverse qui, elle, enlève tous les éléments jusqu'aux nitrates, aux ions, sodium. On peut en fait purifier de l'eau salée et faire de l'eau douce et des solides dissous. Et on a la partie, le biofiltre, ce qu'on appelle, qui en dernier réinfuse des courants de très haute fréquence, donc la partie d'énergie dans l'eau,
à travers donc ce petit fil qui est en dessous. L'eau passe et après s'écoule par cette petite pièce-là dans le réservoir où il y a à peu près 7 litres d'eau. Et l'eau reste là et continue sa dynamisation en continu avec cette petite spire d'argent qui permet en fait la dynamisation et l'infusion aussi de colloïdes d'argent qui sont très importants pour la santé. Donc ça c'est la partie purification de l'eau. Et après on a la partie dynamisation. Donc dans cet étage on a les modules de dynamisation suivant le concept Marcel Violet, avec un module, un oscillateur qui permet de filtrer ces fréquences. On a un petit module avec le condensateur à cire d'abeille qui lui en fait fait un peu le travail le plus profond dans la fréquence, retient dans la cire d'abeille cet élément d'une fréquence extrêmement haute et la restitue après à l'eau. Et le troisième module, c'est le module lumière et son qui permet de restituer à l'eau, comme on va le voir tout à l'heure, une information musicale à travers des photons lumineux. Donc là, on a les 3 modules qui viennent dessous la machine et qui permettent la dynamisation et l'information. Ces machines donc, ont la possibilité, quand l'eau a rempli le conteneur, de lui donner cette information sonore à travers ces petites LED lumineuses de couleur bleue. La fréquence, le bleu a aussi une importance. Et ce petit appareil, c'est un objectiveur pour montrer que dans l'eau, en effet, il y a une information musicale qu'on n'entend pas à l'heure actuelle parce qu'elle est conduite par le rayon lumineux, donc par les photons. Donc là, on a une petite cellule photoélectrique qui enregistre le rayon électromagnétique autour de la machine et le restitue en ondes sonores. Donc là, on met en route. Voilà. Donc si je mets ma main devant, je coupe le rayonnement et je coupe le son. Et là, ça ne marche pas. Voilà, donc on a jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc là, ça permet en fait d'objectiver cette information musicale dans l'eau et qui à peu près qui a un rayonnement de 1 mètre, 1 mètre et demi autour de la machine. Voilà, donc maintenant on va vous parler aussi, je vais vous parler de la technologie d'Aquadine, donc le plus rapidement possible, mais tout de même. Donc on a déposé des brevets, 2 brevets en fait pour cette technologie, vu qu'on passait à une autre étape, une autre phase, hein, avec le marché de l'Europe et tout ce que ça entraîne d'obligations, avec les normes CE aussi. Et donc, pour vous donner disons une approche assez succincte, mais en même temps réelle de ce qui se passe au niveau de cette technologie. Donc, il y a le niveau physique de l'eau, qui doit être, lui, purifié, et l'eau doit être toujours en mouvement. Autrement, une eau stagnante est une eau qui meurt, en fait. Donc, cette formule, cette molécule d'eau, elle est généralement représentée sous cette forme de H2O, donc 2 molécules d'hydrogène avec une molécule d'oxygène et un angle de 104 degrés. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut réaliser qu'une molécule d'eau, c'est en fait un ensemble de 2 gaz. Et le grand mystère, c'est comment se fait-il que ces deux gaz passent de l'état gazeux à l'état liquide, alors qu'il n'y a rien de rajouté à ces 2 gaz. Donc c'est souvent une question que je m'amusais à poser aux gens, en disant, pour ceux qui me disaient, mais vous parlez de vibrations, d'électromagnétisme, mais dans la réalité, c'est une formule chimique. Oui, mais en fait, ce qui relie ces atomes de gaz, ce sont des liens électromagnétiques qu'on peut voir ici, les liaisons covalentes,
ou liaisons d'hydrogène. Et ces liens agissent un peu comme des aimants et en fait permettent aux molécules d'hydrogène ou d'oxygène de s'articuler entre elles et de définir une première structure assez primitive, mais en même temps se structurer et se relier à d'autres molécules de façon à faire des ensembles de plusieurs milliers de molécules qu'on appelle des clusters. Donc, cette formule chimique de 3 atomes, en effet, 2 d'hydrogène et d'oxygène, est en même temps très simple et en même temps extrêmement complexe. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, on a identifié plus de 50 caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Donc c'est vraiment extrêmement complexe et tout ça est dû à cette interrelation des molécules, des atomes avec l'énergie, c'est-à-dire la partie électromagnétique de l'eau. Donc voilà ce qui peut venir après. Ces 3 atomes de gaz sont liés par les liens hydrogène et en effet on voit des agglomérations de molécules qui finalement définissent des structures qui sont comme ces flocons de neige par exemple avec des formes hexagonales. Donc on retrouve cette figure hexagonale partout où l'eau est pure. C'est-à-dire que cet hexagone qui est défini par des lignes de force, donc toujours au niveau de l'énergie électromagnétique, s'agglomère et crée des structures. Et c'est essentiel de comprendre ça parce que c'est à travers ces structures électromagnétiques et à travers cette partie de l'eau que s'inscrit la mémoire de l'eau, c'est-à-dire cet élément tout à fait mystérieux de l'information qui est véhiculée par l'eau et qui fait qu'on peut dire que l'eau est la médiatrice de la vie. Donc ça, c'est la technologie d'Aquadine avec première étape, une purification donc à l'extrême avec du charbon actif, des filtres à sédiments et une osmose inverse généralement en Europe, mais on peut parler aussi d'ultrafiltration, ça dépend de la qualité de l'eau qui est à traiter. Donc ça, on pourra peut-être en parler plus en détail après. À la suite de ça, on a donc une eau qui est purifiée, mais qui est totalement déstructurée. Quand elle passe à travers ce processus, elle est déstructurée dans ce que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de triangle et ces liens électromagnétiques. Donc on dit que l'eau est purifiée en effet, mais morte. Donc on utilise une deuxième étape qui est la biodynamisation et qui permet de restituer à l'eau une énergie en fait basée sur des fréquences qui sont très particulières, qui ont été étudiées, qui sont des fréquences de vie, comme il y a des fréquences de mort. Et ces fréquences sont infusées dans l'eau à travers le petit système que vous avez vu tout à l'heure et qu'on pourra peut-être voir plus en détail après. Donc on appelle ça la biodynamisation, c'est-à-dire que on a restitué à l'eau son énergie primordiale qui lui permet de retrouver sa structure. Aussi, cette structure permettant en finalité de créer cet hexagone. Donc, à droite, vous voyez l'eau structurée hexagonale et l'indication en fait d'une eau qui est biocompatible, donc qui est très bonne pour la santé et qui a récupéré son énergie, se définit par un cristal qui est à droite et qui a été fait dans le laboratoire de Masaru Emoto au Japon et qui en fait montre bien en effet que l'eau a une structure parfaite et donc a tous les éléments pour être totalement biocompatible avec les eaux biologiques en fait, avec notre structure biologique. En troisième étape, il y a l'information. Au niveau de la deuxième étape, on a déjà une eau structurée, c'est-à-dire une eau qui est vraiment très facilement assimilée par le corps, qui hydrate,
qui permet en fait déjà d'avoir une eau très bonne pour la santé. Mais on considère que quand l'eau arrive à cet état, en fait, elle a récupéré comme une cohérence en elle-même. Et c'est quelque part, on pourrait presque dire que c'est une entité vivante. Et bien comme tel, comme tout ce qui est vivant, ben, on peut comprendre que le vivant a besoin d'un environnement qui est propice, qui est positif. Donc, en troisième étape, on met dans cette eau une information musicale, ce que vous avez entendu tout à l'heure, de lumière, donc une information musicale, donc des fréquences, qui sont passées par ou portées par la lumière, c'est-à-dire par les photons. Et là, on a donc une espèce d'intrication, on peut dire, entre cette information musicale et la structuration de l'eau qui améliore, et ça on a fait énormément d'expériences à ce niveau-là, et vous allez le voir après, qui améliore la capacité de l'eau de se structurer suivant des formes de plus en plus cohérentes, de plus en plus belles et en fait en adéquation avec notre biologie. Et la quatrième étape, c'est donc la partie des oligo-éléments qu'on rajoute dans l'eau, donc l'oligothérapie quelque part, et on met un électrode d'argent, ou alors on peut mettre d'autres comme le cuivre, l'or ou le magnésium ou différents minéraux qui ont tous des propriétés différentes et qui, par le fait que cette énergie, ces fréquences passent à travers l'électrode d'argent en l'occurrence, libèrent des ions d'argent qui sont totalement absorbés par l'eau, qui font partie prenante de l'eau, de la molécule d'eau, et qui permettent d'avoir ces oligo-éléments vraiment à l'état naissant et en même temps très actifs au niveau de leur pouvoir. Donc, ça crée des synergies, en effet, avec l'or, le cuivre et l'argent, par exemple, qui est bien connu pour être une synergie extrêmement importante par rapport à toutes les infections à travers de différentes problématiques. Et c'est ce qu'on met, en fait, à l'heure actuelle dans la fontaine Mélusine. Donc là, on a fait toute une partie dans la recherche, justement, qui a tout de même pris beaucoup de temps au départ, et ce qu'on appelle la cristallisation de cuivre, cristallisation sensible. Et ça se déroule très rapidement. Je vous donne un peu le processus. On met des sels de cuivre dans l'eau et on met ça dans des petites coupelles, très petites quantités. On met ça dans un four qui est réglé à 38 ou moins de 40 degrés. Il y a une évaporation lente qui permet une cristallisation du sel de cuivre. Et cette espèce d'alchimie en fait de la cristallisation du cuivre va définir une forme. Et généralement, quand l'eau est, par exemple là, c'est l'eau du robinet, donc une eau qu'on considère comme morte en plus avec tous les produits, les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, le chlore et le reste, eh bien, vous voyez, c'est chaotique, il n'y a aucune cohérence. Et dès qu'on dynamise cette eau, vous avez la deuxième figure, en effet, de l'eau dynamisée, il y a automatiquement un centre et une radiation, vous voyez, qui part plus ou moins dense et qui donne vraiment le sentiment, et même visuellement en fait, qu'il y a un centre d'énergie et il y a des radiations. Donc on peut dire qu'il s'est passé quelque chose et en termes de cohérence, c'est-à-dire du vivant. Parce que le vivant, on peut le définir comme un état où la cohérence et l'organisation est tend de plus en plus vers une perfection. Le troisième élément, c'est quand on rajoute cette lumière, l'information lumière et son, on a beaucoup plus de cohérence et vous le voyez, le centre devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus concentré, les radiations sont beaucoup plus nombreuses et vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'énergie est beaucoup plus importante. Donc,
C'est une objectivation qu'on a réalisée, hein, on ne l'a pas inventée, hein, c'est une chose qui a été mise en place, expérimentée en 1932 par Steiner, justement. Et voilà, donc cela a été vraiment une première institution à l'époque, au tout début, pour bien comprendre qu'il se passait quelque chose et que notre eau avait changé d'état. Là, c'est un petit peu plus complexe. C'est un test de bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Donc, c'est un test extrêmement important et c'est une approche de la médecine extrêmement riche et qui donne des résultats très rapides à travers les liquides biologiques. Donc, on peut savoir l'état du patient à travers les 4 paramètres physico-chimiques de l'eau, c'est-à-dire la résistivité, le potentiel redox, c'est-à-dire l'énergie qui est dans l'eau, RH2, la quantification de la puissance de l'eau en watts, hein, c'est des microwatts, mais tout de même, et le pH qui est soit acide et alcalin. Donc ces 4 paramètres physico-chimiques sont identifiés dans la bioélectronique et on peut, à travers des mesures, on a fait des centaines de mesures de cet ordre-là pour voir les rapports et les changements d'un état à un autre. Et alors, d'une façon très évidente, et ça a été vraiment intéressant de voir le résultat de toutes ces mesures qui donnaient, alors par exemple, là, vous avez de l'eau qui venait de la nappe phréatique, donc en marron, là, brun. Vous avez l'eau bleue qui était après le traitement de l'osmose inverse, mais sans la dynamisation, en bleu. En vert, vous avez le traitement après la purification, osmose inverse et la dynamisation. Donc là, vous l'avez au centre. Et le jaune, donc, c'est une autre eau qui était, mais qui n'est pas très visible puisqu'elle est superposée à... Elle est aussi biocompatible, dynamisée, mais par une autre méthode. Donc, vous voyez qu'au centre, l'eau dynamisée est parfaitement équilibrée. Et ça, c'est un facteur extrêmement important parce que l'équilibre, l'eau ou le corps, l'intelligence du corps, en fait, cherche toujours l'équilibre dans toutes ses fonctions métaboliques. Et là, on appelle ça d'ailleurs l'homéostasie. Donc, on peut voir que cette eau, dans ces 4 paramètres physico-chimiques, crée un équilibre qui est tout de même rejoint un petit peu comme la cristallisation, cette perfection des différents facteurs et l'équilibre qui les relie et qui les constitue. Là, on a fait aussi des études sur l'agriculture, donc avec des effets tout à fait de 23% de plus de la biomasse, avec l'eau dynamisée, et 45% au niveau de la croissance. Donc aussi des boulangers qui ont utilisé cette eau pour améliorer la qualité de leur pain au levain, parce que c'est le levain qui est important. Et là, je pense que notre ami Jacques va nous dire un petit mot, puisque lui-même, il fait du pain depuis bien des années et il utilise l'eau d'aquadine. Donc là, on a fait des études aussi dans un laboratoire de Genève avec Pierre Edmond, ici présent. Et donc, pour voir l'impact de cette eau au niveau du microbiote. Et là aussi, on a eu des résultats très encourageants. On a les résultats sur la planche de droite. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été constaté à travers ces résultats que le microbiote, donc qui est fondamental hein, dans l'équilibre et pour la santé, cette eau avait une action de neutraliser les bactéries négatives dans le microbiote et d'encourager, au contraire, de donner une plus grande croissance aux bactéries positives. Donc les résultats sont tout à fait encourageants parce que boire cette eau régulièrement permet de comprendre qu'on a un microbiote qui en bénéficie énormément.
Bon, là, c'est avec le professeur Montagnier. On avait eu avec Alain qui avait organisé ça au Maroc, à Casablanca, donc une conférence où on avait invité le professeur Montagnier qui, en fait, travaillait avec le docteur Jamal Aïssa, ici présent, et qui était lui-même en relation et qui travaillait avec Jacques Benveniste. Et on s'était rencontrés il y a plus de 20 ans. Et donc, qui a continué après avec Luc Montagnier. Et donc, là aussi, il y a eu des résultats tout à fait encourageants. Donc, vous pouvez lire à droite. Après la consommation de Wacquadine, on observe une baisse significative des signaux électromagnétiques détectés dans le plasma des patients atteints des maladies chroniques, VIH, Lyme et autisme. Donc, professeur Luc Montagnier. Tu veux dire deux mots, Jamal? C'est bon? Voilà, donc après, on a eu beaucoup de témoignages aussi bien des femmes du village qui venaient prendre leur eau. Donc on a beaucoup de vidéos sur ces témoignages. En Europe aussi, on a eu aussi des parrains et marraines en la personne de Véronique Jeannot. Et voilà, donc les témoignages très importants pour nous. Et on peut dire en fait que cette eau qui est biocompatible avec notre eau biologique, donc qui représente 75% de notre masse corporelle, donc a un effet, peut favoriser cette homéostasie, donc équilibre de toutes les fonctions métaboliques, l'hydratation intracellulaire, donc ça c'est fondamental, la vitalité bien sûr qui en résulte, le renforcement du système immunitaire, l'assimilation des aliments, bon, un côté anti-âge aussi évidemment en bénéficie, et l'hydratation de la peau. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui ont été constatés tout au long de ces 30 années et qui vont faire l'objet, je présume, de plus en plus de recherches. Aujourd'hui, on a une gamme importante de fontaines. Donc on a cette nouvelle fontaine Mélusine qui est ici et qu'on appelle la fontaine Mélusine 5D pour la différencier de la première fontaine Mélusine. Donc ça c'est l'origine, la fontaine Mélusine que au biocompatible.com, donc Alain, Charles Vincent, sur lesquels ils travaillent et ils pourront vous en parler après. Donc c'est des fontaines qui ont maintenant plus de 10 ans et souvent qui sont reconditionnées, qui repartent encore pour 5 ou 10 ans. Donc ça c'est important à savoir et ils font un travail magnifique. Là c'est un nouveau modèle qui lui travaille plus sur l'ultrafiltration et qui aussi donne de très bons résultats. Donc il n'y a pas de réservoir, c'est en direct. Et en fait, il a tous les éléments de purification avec un filtre allemand qui est très très performant, qui enlève tous les éléments chimiques, les résidus médicamenteux et bien sûr le chlore, et donc qui a été mis aux normes CE. Mais l'ultrafiltration, en fait, doit être utilisée seulement dans le cas où les eaux à traiter ne dépassent pas une certaine minéralité. Autrement, au-dessus de 300, Alain, 300 ppm de minéralité, il est meilleur d'utiliser la fontaine Mélusine qui, elle, ayant l'osmose inverse, permet d'enlever l'excès de minéralité, y compris même, ça peut aller jusqu'au sel, puisqu'on peut transformer des eaux salines en eau douce. Là, on a d'autres modèles avec la mitaille, donc qui est aussi un modèle plus pour les boulangers, Alain, donc il donne plus au niveau 30 ou 40 litres à l'heure. La fontaine sirène, qui elle donne 200 litres par heure pour des écoles ou des industries ou des entreprises.
Là, c'était un modèle spécialement fait aussi pour des caravanes demandées par Alain. Là, pour les mairies et les villages, on a des modèles qui font 10 000, même 20 000 litres par jour. Non, par jour. Oui, 2500 litres, 2000 litres, entre 1000 litres et 2000 litres par an. Donc voilà, une action concrète pour dépolluer la planète. Je découvre, moi aussi, parce que c'est Christine qui a fait ça. Donc voilà, tous nos modèles concourent à mettre fin à la pollution liée. Ah oui, ça c'est très très important, puisqu'en fait ça fait partie fondamentalement de notre combat pour dire que bon, l'eau traitée et l'eau dynamisée, c'est fondamental au niveau de la santé, mais pour la santé de la planète, eh bien, les bouteilles plastiques, c'était tout de même une pollution horrible et qu'il fallait pouvoir remplacer les bouteilles plastiques par des bouteilles en verre, ce que font maintenant l'équipe d'eau biocompatible et qui est tout de même une chose fondamentale. Hein. Il faudrait que ça soit vraiment su et propagé. Alors, quelques réalisations récentes. Donc ça, c'est à Auroville, où on a fait une installation pour offrir l'eau gratuite avec tous les visiteurs qui viennent. On a plus de 5000 visiteurs par jour tout de même, hein, c'est beaucoup. Et elle marche à l'énergie solaire. Là, on a fait des installations assez importantes dans les écoles, les hôpitaux, dans différents endroits, particulièrement dans le sud de l'Inde. Là, au Matrimandir, donc toutes les eaux qui sont utilisées dans le cadre du Matrimandir sont dynamisées et informées avec des vibrations extrêmement puissantes, puisqu'à l'intérieur du Matrimandir, il y a une salle de méditation qui a des énergies très fortes. L'ashram de Sri Aurobindo aussi, on a une grosse machine qui permet de donner cette eau à plus de 2000 personnes. Là, c'est à Citadine, un centre d'art d'Auroville. Et là, donc, on avait aussi des fontaines permettant de faire des choses aussi intéressantes avec la lumière et le son et les écouteurs pour avoir l'information à travers l'eau, mais directement sans que les autres écoutent et entendent. Là, c'est donc au Maroc, avec Alain et Jamal qui étaient aussi présents lors de cette conférence. Et voilà, donc une implantation internationale avec notre partenaire, donc Alain qui a fait un travail formidable depuis des années, plus de 3000 fontaines, 50 000 personnes par jour, voilà, eau biocompatible. Et l'équipe d'Aquadine, il y a une trentaine d'employés actuellement et quelques Aurovilliens. Voilà, c'est un exposé peut-être un peu long. Et je vais passer maintenant la parole à notre ami Jacques. Ok, donc bonsoir à tous et merci. Merci à Alain, merci Bhagwandas. Merci d'être venu aussi, hein, malgré les risques de blocage. Je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas venues, qui devaient venir. Voilà, donc moi je ne suis pas un grand scientifique. Je suis plus dans le jardin et sur la route. Mais je suis passionné par le monde de l'eau et j'ai eu la chance de rencontrer Bhagwandas en 2007, en même temps que Jacques Collin d'ailleurs. Et très intéressé par le monde de l'eau depuis bien avant. Et le sacré, donc cette notion de sacré, pour moi c'est très important parce que c'est l'urgence, on va dire l'urgence urgente avec l'histoire du climat qui est liée d'ailleurs. Cette prise de conscience de notre société qui a tout désacralisé. Et je pense que resacraliser l'eau, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu de ça. Alors ne vous inquiétez pas si je vous embarque dans une vision qui n'est pas obligatoirement celle qu'on trouve dans les collèges, les écoles et les documents conventionnels. Voilà. Donc c'est bien des fois de vider le vase pour pouvoir mettre des informations nouvelles.
Voilà, donc cette question, Jacques Collin posait la question d'où vient l'eau? Voilà, donc les réponses sont très intéressantes. Et en fait, apparemment, on ne sait pas d'où vient l'eau. En tout cas, lui, c'est ce que disait. On ne sait pas d'où vient l'eau. On sait que ça existe. Alors, il y a plein de théories que ça vient d'autres planètes, de météorites, voilà. Donc, il y a plein de théories. Donc, moi, j'ai fait une recherche pour essayer de comprendre, pour donner une réponse à ce genre de questions. Et je suis allé chercher un peu loin, à travers notamment toute une bande de philosophes au sens scientifique, c'est-à-dire à l'époque de Thalès, donc on remonte au 5-6e siècle avant notre ère, et Thalès notamment, qui était une personne qui avait justement qui se questionnait par rapport à l'élément primordial. C'est ça qu'on parle de la quête de l'origine de tous les éléments. Et d'après lui, Thalès, il pensait que tous les éléments viennent de l'eau, venaient de l'eau. Voilà. Et donc, dans cette approche qu'il avait eue, c'est parce qu'il avait vécu longtemps en Égypte et il avait vu à quel point, justement, l'eau était sacrée dans la culture égyptienne avec le lien au Nil. Et donc voilà, en cheminant, il avait eu cette idée. Et il avait un élève, un contemporain, Anaximandre, qui a vécu à peu près à la même période que lui, qui lui avait une vision un peu différente et qui pensait que tout vient de l'air. Et il partait d'un nom qu'on retrouve maintenant dans le monde bactérien en l'occurrence, les bactéries, les archées, qui sont à l'origine de toutes les autres bactéries, et qu'on retrouve dans le mot archange ou arc-en-ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que Anaximandre a eu cette vision et même une approche par rapport à cette notion de commencement et commandement. Commandement dans le sens où il faut qu'il y ait une raison pour qu'il y ait un commencement. Vous voyez? Et là, on rentre dans l'aspect plutôt d'ordre spirituel, d'ordre, on pourrait dire même divin, l'origine. Et il a donc employé un mot qui était plus complet que le mot arché, qui n'avait pas de limite, et c'est ce mot apeiron. Et Anaximandre avait un élève qui s'appelait Anaximène qui lui a vécu après Anaximandre, et lui il a été beaucoup plus loin encore par rapport à cette notion de premier principe de l'origine, où il parlait de l'air en tant qu'élément primordial dont le mot air, esprit, souffle, âme, éther, essence divine sont synonymes. C'est-à-dire que c'est le même sens. On trouve tout ça dans l'air. D'accord? Ce qui veut dire, entre autres, que l'air se cache dans l'eau et que l'eau se cache dans l'air. Voilà. Donc d'où vient l'eau? Elle vient de l'air, mais elle n'est pas obligatoirement visible. Et ce qui est intéressant, c'est que pour comprendre ça, il faut revoir la constitution de l'air. Et là, on peut rebondir rapidement, parce que sinon, après, je vais oublier, et ça me semble particulièrement important, c'est les problèmes de climat que l'on a actuellement. Et on verra à la fin de ce diapo quelques informations là-dessus. Si vous voulez, pour comprendre les problèmes de climat actuellement, il faut réintroduire l'eau dans l'air. Il faut réintroduire dans notre conscience qu'il y a de l'eau dans l'air. Or, depuis, là je fais juste une petite information, depuis comment ça s'appelle, les réunions du GIEC, là, le protocole de Kyoto,
on a enlevé la vapeur d'eau de l'air pour pouvoir faire des analyses cohérentes avec leur vision de la théorie du climat. Or, si on enlève la vapeur d'eau de l'air, ça veut dire que l'air est sec. Or, l'air sec n'existe pas sur la planète. Or, si on rajoute la vapeur d'eau de l'air, 99,41% de l'effet de serre est généré par la vapeur d'eau de l'air. Donc, on a tout faux. C'est pour ça que c'est très important de prendre conscience que l'eau vient de l'air. Après, définir le pourcentage, comme certains scientifiques essayent de faire, le pourcentage d'eau dans l'air, c'est très très délicat. Pourquoi? Parce que d'abord, il varie énormément en fonction des contextes sur l'ensemble de la planète, et aussi parce que pour moi, l'eau est une entité d'ordre plutôt spirituel qui n'est pas décelable obligatoirement, mais qui apparaît dans la mesure où c'est justifié. C'est ça le commandement. Le commandement et le commencement. Donc je fais une liste rapide avec une chronologie. Naturellement, il faudrait en rajouter beaucoup, mais j'ai pris essentiellement, alors le dernier que j'ai pas mis, c'est Montagnier. J'ai pris essentiellement ceux qui sont partis, qui nous ont quittés. Donc si on remonte au début du siècle dernier, par René Quinton qui était quand même quelqu'un de très intéressant par rapport à sa vision du lien entre l'eau de mer et le sang humain, à savoir que le sang humain ne vient pas de ce que l'on croit. Il apparaît dans les poumons, ça c'est les travaux d'une équipe de recherche de Californie par le docteur Marc Launay, en fait, qui, avec surprise, découvre que le sang se fabrique dans les poumons. Donc il est en lien avec la respiration et avec la vapeur d'eau de l'air. Et il est le reflet de l'ambiance dans laquelle on vit. On peut soigner, des problèmes de type leucémie en changeant d'ambiance et par la respiration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre un traitement. Mais le support physique est le reflet de l'ambiance dans laquelle on vit. C'est très intéressant de comprendre ça. Donc l'ambiance, c'est cet air lumineux chargé de vapeur d'eau, de lumière, d'informations, etc., etc. Tout ce qu'on trouve dans la Mélusine, par exemple. Il faut faire le lien, là. Donc après, on passe rapidement à Victor Schauberger, et je regrette qu'on ne parle pas suffisamment de Victor Schauberger avec le principe du vortex. C'est très intéressant parce que s'il n'y avait pas de vortex, il n'y aurait aucune apparition de matière. Il n'y aurait aucune énergie libre. Et Schauberger disait, le gros problème de notre société actuelle, c'est qu'on utilise une énergie qui est basée sur le principe de l'explosion, alors que dans la nature, toute forme de matière apparaît grâce au principe de l'implosion. On a tout faux, là aussi. À revoir, ça, comment on peut inverser la vapeur, et c'est pas gagné, parce qu'il faut changer beaucoup de choses dans le mental des gens. Donc après, on a donc Stanislas Bignan et Marcel Violet, par rapport à l'histoire de la biodynamisation grâce aux condensateurs à base de cire d'abeille. Je ne vais pas trop commenter ça parce que déjà on a vu avec la Mélusine, mais quand même la cire d'abeille, c'est très intéressant de revoir cette histoire d'où vient la cire, comment c'est fabriqué, pourquoi ça a une structure hexagonale, etc., etc. Donc tout ça, c'est un grand monde du vivant et qui est vraiment en lien avec l'atmosphère terrestre et ce qui se passe dans le monde du non-visible autour de nous, et que les abeilles, d'ailleurs, qui font partie des protecteurs de notre vie sur Terre, subissent les mêmes problèmes que la pollution de l'eau et la destruction des abeilles, en plus de tous les produits chimiques qui sont répandus sur les fleurs et les végétaux, etc., etc., et la pollution de l'air,
il y a surtout la pollution par les ondes électromagnétiques radioactives. Les ondes électromagnétiques radioactives sont des ondes sonores. Et ces ondes sonores perturbent complètement la capacité à l'abeille de communiquer. Et elles se perdent. Et elles ne peuvent plus communiquer entre elles, parce qu'elles communiquent par des mouvements, par des formes, par des sons, etc., etc. Voilà, ça fait partie des gros problèmes de mode de vie de notre société actuelle. Vous voyez, entre autres, genre portable. Bon. Après, on a Theodor Schwenk. Theodor Schwenk, c'est vraiment un être, pour moi, qui a quasiment changé ma vie avec le livre Le chaos sensible, que j'invite à avoir ça en table de chevet, hein. Pas que celui-là, mais celui-là. Voilà, Theodor Schwenk, on peut trouver les travaux de Theodor Schwenk sur un film qu'on peut trouver encore, j'espère. C'est Les Maîtres de l'eau, voilà, où on a vraiment une approche extraordinaire sur l'énergie de l'eau et qui va dans le même sens que Victor Schauberger, mais avec l'aspect, on va dire, métaphysique et ésotérique. Donc ce livre du chaos sensible est vraiment en lien avec on va dire les travaux de Rudolf Steiner sur les forces formatrices de l'air et de l'eau, où on peut voir apparaître, et là on est presque dans une morphogénèse des formes très intéressante. Après on a Louis-Claude Vincent, on a vu avec la bioélectronique, donc lui qui nous a quittés en 88, qui était accompagné de Jeanne Rousseau. Jeanne Rousseau qui est vraiment une femme extraordinaire, mais qui a été beaucoup embêtée justement parce qu'elle ne restait pas, entre guillemets, à sa place, en l'occurrence, rien dire, et voilà, fermer son bec. Mais elle a eu, alors, c'était une femme qui avait, je pense, qui avait de l'inspiration. Hein, imaginez le chakra coronal, quoi. Hein, elle était inspirée. Vous voyez, ça tourne dans le bon sens. Et elle recevait des bonnes infos. Et elle a eu cette idée de faire cette baignoire hydrospire. Donc c'est deux gros ventilos qui tournent dans une baignoire avec naturellement une précision au niveau du diamètre des pales, de la vitesse de rotation, etc., etc., du niveau d'eau, et de mettre la personne entre ces deux vortex et d'avoir des résultats tellement surprenants qu'on lui a interdit naturellement d'utiliser la baignoire très rapidement. Après, on a toute une liste de gens qui ont travaillé sur la mémoire de l'eau, avec Jeanne Béniste, mais avant lui, il y avait quand même Lu, qui était un peu derrière la scène. Et Jacques Benveniste a été aussi beaucoup chahuté parce qu'il a osé dire que l'eau avait une mémoire. Et je crois que c'est toujours pas pris en compte, malheureusement, dans notre monde pseudo-scientifique, et qui permet d'expliquer l'homéopathie, entre autres. Après, on a notre ami Masaru Emoto qui nous a quittés lui aussi, à travers ces cristaux d'eau magnifiques, et qui sont là aussi des capteurs des ambiances générées aussi bien par les pensées que par les ambiances de notre environnement, l'air lumineux, les paroles, les mots, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai arrêté là parce qu'on pourrait en citer d'autres. Donc Jacques Collin, qui malheureusement est encore vivant, mais n'est plus du tout en bon état, on va dire. Et puis d'autres qu'on pourrait rajouter à cette liste. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens en un siècle qui ont fait énormément avancer, on va dire, cette conscience de l'eau. Hein, ce mot-là important, conscience de l'eau. Et donc l'eau, je vous ai dit, se cache dans l'air lumineux de l'atmosphère terrestre. Et elle apparaît là où la vie le demande. Donc je fais toujours référence à ce petit film qu'on trouve en dessin animé du roman de Jean Giono, hein, qui date des années 50, je crois, ou un peu avant, je ne sais plus bien, et qui raconte l'histoire d'un berger qui
Non, c'était avant la guerre, mais il a été publié après la guerre, je crois, Deuxième Guerre mondiale. Et qui raconte comment une zone complètement désertique a progressivement, après avoir planté des glands, des arbres 20 ans après, hein, ça fait penser un peu à Auroville, eh bien, les sources ont recoulé. Vous voyez, l'eau est réapparue parce qu'il y avait cette vie qui le réclamait. Et ce principe-là, il est très important. Et je fais référence, je ne sais pas si je l'ai mis là. Ouais, non. Je fais référence à ce qui se passe au moment, dans le ventre de la maman, au moment où l'œuf fécondé arrive dans l'utérus, au moment de la nidation. Eh bien, le liquide amniotique apparaît, mais il n'est pas fabriqué par la maman. Il apparaît grâce à l'œuf qui permet l'apparition du liquide amniotique. Donc on pourrait étudier, réfléchir à ça, mais c'est vraiment une histoire de communication d'âme à âme et qui peut se faire parce qu'il y a un accord, il y a un contrat d'âme entre l'enfant qui veut en devenir et la maman. Voilà. Même si la maman, au niveau concret, n'est pas obligatoirement satisfaite de ce phénomène, mais si ça se développe, c'est parce qu'il y a un contrat d'âme. Voilà, c'est important de saisir ça. Donc on repart rapidement sur cette notion de vie. La vie, et donc c'est un fait établi, c'est une réalité, et tout ce qui existe appartient à l'essence de la vie, mais la vie est apparue avec la forme et elle existait bien avant, car c'est elle qui a créé la forme. On peut dire que la forme, c'est le son, et la vie, c'est la lumière. D'accord ? Et la forme nous montre que la vie existait. Ce qu'on appelle le commencement de la vie est en fait celui de la forme. La vie circule universellement sans interruption et sans fin. Elle se manifeste par le principe du vortex. Je voulais en arriver là. Le principe du vortex, c'est les travaux de Victor Schauberger. Si on peut augmenter si on pouvait lire ce qui est marqué, en fait, ce qui permet à la matière d'apparaître, c'est ce processus du vortex qui densifie progressivement toutes les particules, qui les concentre jusqu'à les amener à un grain décelable de matière. Voilà. Donc cette photo est tirée du livre des travaux de Victor Schauberger. Donc l'eau se manifeste partout, du macrocosme au microcosme. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir dans le non visible, et là où ça devient visible, le microcosme, il y a de l'eau. Et le plus loin qu'on puisse aller dans la découverte du macrocosme, on trouvera toujours de l'eau. Et donc il y a un processus naturel d'apparition de la matière dans l'univers. Ça sort du non visible pour devenir visible grâce à un état intermédiaire qui est l'état plasmique. Ça passe au stade de vapeur, liquide, moelleux, solide. C'est exactement comme ça que se fabrique le sang dans les poumons. Naturellement, quand je dis ça, c'est pas obligatoirement accessible directement comme ça, il faut réfléchir. Mais pourtant, c'est comme ça que ça marche. Ce qui peut permettre de comprendre, quand il y a une leucémie par exemple, ça se termine par la destruction des os. Vous voyez ? Et à aucun moment, la moelle osseuse fabrique le globule rouge. C'est impossible. Tout est inversé. Donc, en prenant conscience de ce mode de fonctionnement, grâce toujours à l'énergie de l'eau, de la lumière et de la composition de l'air, parce que là aussi, il faut revoir la composition de l'air. Donc, si j'ai le temps, j'en parlerai après. Voilà, le plasma, qu'il soit froid ou chaud, est une interface entre le non visible et le visible. Donc là, je vous ai fait juste rapidement cette histoire d'interface
qui reprend un peu les travaux de Antoine Béchamp et compagnie sur les microzymas, les somatides avec Gaston Nissens. Je vous dis ça parce qu'il y avait une expérience qui avait été faite par rapport au monde bactérien par des scientifiques américains où ils avaient essayé de mettre des bactéries d'une forte énergie dans un contexte avec une température maximale de millions de degrés, un taux de radioactivité très élevé et une pollution chimique, on peut plus, ça on sait le faire. Hein. Bref. Et donc ils disent, les bactéries meurent. Et 3 jours plus tard, elles ressuscitent. Véridique. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces bactéries? Elles vont faire baisser la température, neutraliser la radioactivité et la chimie. Comment c'est possible? On en revient au monde du non-visible et du visible. D'où vient la bactérie? Je reviens à l'histoire de l'archée. Archée, vous voyez, c'est le premier élément vivant qui se manifeste dans le visible et qui est à l'origine de la bactérie. Antoine Béchamp, dans l'élément supérieur, décelable, parle de microzyma. Le microzyma est déjà une bactérie qui est en voie d'expansion, d'accord? Voilà, d'expression. Et donc, si on veut aller plus loin dans un processus de manifestation de la vie, il faut comprendre que dans le non-visible, qui représente à peu près 99,5% de la réalité, se cache ou c'est ce qu'on peut appeler la grande bibliothèque. Il y a toutes les informations pour que dans le visible, les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est-à-dire de manière harmonieuse, équilibrée, etc. À chaque fois qu'une information rentre ou sort, qui passe du non-visible au visible ou vice-versa, se passe un flash lumineux. Ce flash lumineux, il est généré par une différence de potentiel rapide. D'accord? Quand on coupe la lumière, on a un arc électrique, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça un peu l'histoire qui permet au hydrogène, oxygène de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Cet arc électrique, ce flash lumineux. Et donc, c'est un petit peu cet espace, on va dire, de biophotons actifs qu'on retrouve aussi bien dans une graine en début de germination, qui passe du stade endormi au stade de réveil, hein, et qui va être porteur de biophotons actifs qui vont pouvoir communiquer avec les récepteurs, en l'occurrence, des structures de notre ADN, des brins d'ADN. Voilà, donc je ne m'étends pas plus là-dessus parce que on aurait beaucoup de travail à faire. Donc là, le plasma marin, en lien avec le plasma sanguin. Donc le plasma, c'est vraiment quelque chose de cet état intermédiaire entre, c'est ni liquide, ni solide, ni vapeur, c'est un état intermédiaire. Et c'est très intéressant que René Quinton en soit arrivé à faire le lien entre le sang et l'eau de mer, et qu'il a baptisé ça le plasma. Donc je reviens sur l'histoire de l'eau qui se densifie. Hein. Les fulgurites sont des réactions d'un éclair qui touche, de la foudre qui touche le sable au bord de la mer et qui va générer cette réaction, cette densification entre l'eau et la silice. Hein. Je rappelle, la silice, c'est du silicium qui devient silice grâce à l'eau. Donc tout ça, c'est de l'air lumineux densifié qui devient silicium, puis quand ça touche l'eau, ça devient silice. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir complètement dans la vision qu'on a des éléments autour de nous qui ont été figés par des théories
mais qui sont complètement fausses. Donc il faut revoir là aussi tout ça. Donc l'être humain contient la mémoire de l'univers originel parfait dans toutes les particules de son corps physique qui sont des molécules d'eau densifiées, cristallisées. Il est en permanence connecté à cette mémoire source vers laquelle il se dirige et qui le guide par sa conscience sur le chemin de sa réalisation. La loi de la vie, donc, c'est chaque organisme vivant qui se manifeste dans l'univers du microcosme au macrocosme n'a qu'un but essentiel, c'est d'harmoniser le lieu où il évolue, sans limite dans le temps et l'espace. C'est pour cette raison qu'il faut rester très prudent et conserver son discernement par rapport à, à l'autre, en l'occurrence une personne qui est proche et qui n'est pas obligatoirement en accord avec soi. Bien souvent, elle nous fait cheminer, elle nous fait travailler à des fins d'harmonisation. Même le pire des criminels a une raison d'être. L'eau et le sacré, la transmission de la vie. Donc je vous ai dit, l'être humain est relié au règne végétal par son chakra sacré, le monde de l'eau, de la transmission de la vie. Le règne végétal participe en permanence au maintien de l'harmonie dans l'atmosphère terrestre, en assurant la bonne gestion du cycle d'eau. Et là, je voudrais vraiment rajouter le fait que c'est grâce au règne végétal que l'atmosphère terrestre peut s'équilibrer et retrouver, on va dire, sa paix, la paix. D'accord ? Et c'est pour cette raison que la théorie du carbone, qui est un non-sens incroyable, ne peut pas être la légère augmentation du taux de CO2 dans l'air, qui est ridicule, puisque c'est 0, maintenant c'est 0,040%, donc ça n'a rien à voir avec les problèmes du climat. Et en plus, il faut savoir que le carbone, quand il est émis, il ne monte pas dans l'atmosphère, il descend. Donc à aucun moment, il peut intervenir au niveau de l'effet de serre. D'accord ? C'est toute une autre histoire. Donc là, on n'a pas trop le temps d'en parler. Simplement, le règne végétal a la faculté, là aussi grâce à l'eau, qui à mon avis, le lien entre l'eau et le règne végétal, c'est un lien d'intelligence, c'est un lien d'osmose. Et le règne végétal fait ce qu'il faut pour maintenir un équilibre dans l'atmosphère terrestre, même quand il y a de la radioactivité. Et je pense que c'est le règne végétal qui a la faculté la plus importante pour neutraliser la radioactivité dans l'air. Voilà, la conscience des humains et celle des végétaux sont indissociables justement par rapport à l'eau. Voilà, ça c'est un truc que j'ai piqué, il ne faut pas le dire. C'est une image, mais qui est particulièrement intéressante. Par l'extrémité des racines, on retrouve un méristème. Le méristème, c'est ce qu'on trouve dans un bourgeon en début de germination ou dans une graine en début de germination. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi, les mêmes principes qu'on retrouve avec les télomères de notre structure ADN. Donc la communication entre les flashs lumineux, les biophotons actifs peuvent communiquer grâce à ça. Voilà. Toutes formes d'ondes ont une influence sur la molécule d'eau. Les pensées sont des ondes naturelles, elles sont modulables en lien avec l'état du cœur. Donc ça, c'est Emoto, Masaru Emoto le montre à quel point c'est important. Les ondes de la lumière solaire sont naturelles, on peut parler d'ondes biologiques, et varient en fonction de son activité. Elles varient, mais elles protègent en même temps la Terre. Il y a eu je crois que c'est comment il s'appelle ? Dans le livre de... j'ai oublié le nom. On a constaté que quand il y a eu une explosion nucléaire, 100 jours après, apparaît sur le Soleil une image qui traduit l'importance de l'explosion nucléaire. Voilà, c'est... j'ai oublié le nom. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc ça veut dire que le Soleil nous renvoie en même temps des informations en fonction de ce qu'on vit sur Terre et de ce que l'on fait sur Terre. Donc,
le soleil. Donc là, si on reprend un peu les travaux de Louis-Claude Vincent, Jeanne Rousseau et d'autres, en l'occurrence Michaela Ivanov, Peter Deneuve, que je n'ai pas cité parce que ce ne sont pas des gens qui sont trop spécialisés dans le monde de l'eau, mais quand même, eh bien, ils osent nous dire que le soleil est froid et noir. Donc là aussi, ça remet en cause complètement ce qu'on peut nous apprendre à l'école. Mais c'est intéressant de creuser tout ça pour mieux comprendre ce que l'on vit sur Terre. Donc les ondes artificielles peuvent être très dangereuses pour la vie sur Terre. C'est pas peuvent, sont très dangereuses pour la vie sur Terre. Voilà. Donc je voudrais insister sur cette phrase, même si la vie disparaît, elle ne meurt jamais. C'est-à-dire que si on recrée le contexte qui le permet, la vie réapparaît. On se plaint de la disparition de la biodiversité, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que la biodiversité est morte. Ça veut dire qu'elle est disparue. Elle se tient à l'écart dans le non-visible pour attendre que dans le visible, le contexte lui permette de réapparaître. Ça, c'est un peu la note d'espoir. Voilà. J'ai oublié. Oui, donc je voulais rajouter également, qui est très important pour nous, c'est que tout ce travail qu'on fait sur l'eau, sur les fontaines, sur la distribution de fontaines pour purifier l'eau à droite à gauche, l'argent que ça génère, c'est pas simplement pour pouvoir s'enrichir ou enrichir les gens qui travaillent avec nous. C'est pour soutenir une fondation humanitaire qui commence par Aquadine, qui commence par les employés d'Aquadine, qui est très important, avec tout ce que ça représente, les familles qui peuvent se nourrir, qui peuvent se loger grâce à tout ce travail. Et également donc, ce soutien qu'on fait à Aquadine for the People également, qui permet d'aider des villages défavorisés qui n'ont pas accès à une eau de qualité. Donc on travaille pour ça aussi. Tout l'argent qu'on arrive à générer justement en Europe ou dans toutes nos ventes, une partie sert à ça. Et c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Je veux dire, hein. Autrement, si c'était pour gagner de l'argent uniquement, on ferait autre chose. C'est pas. Et je voulais rajouter également que donc on a continué avec Aquadine for the People et maintenant on a décidé de soutenir Reaper's Water et décidé de soutenir deux beaux projets. En particulier, donc il y a Mayo Oasis, c'est l'île de Mayo, c'est une île du Cap-Vert qui est totalement désertique. C'est un caillou. Et notre ami Raphaël Colici, spécialiste en agroforesterie tropicale, a décidé de reverdir cette île. Et avec ses mains, mais vraiment quelque chose de vraiment basique manuellement, hein, il est en train de rapporter du vivant, rapporter de la verdure sur cette île. Et c'est un travail fantastique, quoi. Et le gros problème de cette île, c'est que ça fait 13 ans qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau sur cette île. Donc il faut trouver des systèmes. Donc là, on expérimente une dizaine de techniques pour récupérer de l'eau de la rosée, l'eau des brouillards qui peuvent se diffuser un petit peu sur des membranes exprès, etc. Différents systèmes, mais qui ne sont pas suffisants pour l'île elle-même. Donc on a décidé, nous, de leur monter un groupe de dessalement d'eau de mer qui sera installé dans les mois qui viennent et qui leur permettra d'une part de pouvoir poursuivre toutes ces plantations pour amener de l'eau pour les plantations et en plus on va rajouter nous un système avec un biofiltre d'Aquadine qui permettra aux populations sur place d'avoir une eau de qualité et qui leur permettra de pouvoir se préserver un maximum de maladies si possible. Voilà. Ça, c'est notre premier projet. Notre deuxième
qui est en cours aussi actuellement maintenant. C'est donc avec Naturopathes sans frontières, NSF. Nous avons décidé de les soutenir dans ce projet de maison d'enfants qui est à Bandek, qui est en Thaïlande, où je suis allé au mois de décembre installer une fontaine à eau, une fontaine mi-taille pour eux, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus également. Donc une belle mission également qui est faite, qui est soutenue par notre ami Christophe Cano, qui est ici présent aussi. Et voilà, donc je vous encourage à aller visiter les sites naturopathes-sans-frontières.fr, myoasis.com, voir un petit peu tout ce que ces gens font. Et tous ces gens sont reliés par l'eau. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc si on fait ça, c'est grâce à l'eau, mais c'est pour l'eau et c'est pour l'humanité. Voilà.